Bonjour tout le monde. Alors, je vais parler, je vais expliquer ce cours que je vous ai envoyé il y a une semaine. Alors, pour les fichiers, lorsque on travaille avec un programme particulier, on a toujours besoin d'utiliser des fichiers. Alors, on a besoin de lire des données depuis le fichier, faire certaines manipulations et sauvegarder ces opérations qu'on a fait. Ça peut être des modifications, des ajouts, des suppressions dans le même fichier. Alors, on peut prendre l'exemple de, d'un éditeur de texte. Par exemple, ça c'est un éditeur de texte Edit, gedit. C'est un éditeur de texte qui se trouve sous Linux. Alors là, on a ouvert le fichier. Donc notre fichier, il s'appelle contact.c. Alors cet éditeur de texte nous permet de modifier le contenu de ce fichier, faire quelques changements, puis on peut sauvegarder. D'accord? Alors une fois on sauvegarde, c'est-à-dire qu'on va écraser l'ancien contenu de ce fichier sur le disque. D'accord? Alors le fichier se trouve sur un support de stockage. Il se trouve sur un support de stockage. Alors, lorsque l'éditeur travaille sur ce fichier, alors il y a des blocs de ce fichier qui se trouvent au niveau de la mémoire. D'accord? Puis il y a des tampons mémoire. Une fois on sauvegarde, donc ces informations qui sont traitées au niveau de la mémoire sont envoyées sur le disque par le système d'exploitation de manière, on va dire de manière implicite. Alors, le langage C présente un ensemble de fichiers, un ensemble de fonctions qui se trouvent dans les bibliothèques, surtout studio.h et eo.h. Alors, lorsqu'on veut traiter les fichiers, donc on peut catégoriser ces fonctions en deux groupes de fonctions. Des fonctions qui gèrent le contenu de fichier, c'est-à-dire faire ces changements. Il y a des fonctions qui présentent la possibilité de faire un traitement physique sur les fichiers et les dossiers, à savoir la suppression d'un dossier par exemple, ou d'un fichier, déplacer un fichier d'un répertoire par exemple vers un autre, et ainsi de suite. Alors, parlons maintenant de ces fonctions-là. Donc, on a dit qu'on peut catégoriser ces fonctions qui se trouvent dans les bibliothèques studio.h et eo.h en deux catégories de fonctions prédéfinies. Alors, des fonctions qui font la manipulation du contenu, c'est-à-dire changer le contenu du fichier, et des fonctions qui font l'accès physique au fichier, qui peut faire la suppression, changement de nom, gestion de répertoire, les attributs du fichier et le mode d'accès. Alors, on va au départ dans ce cours-là, on va parler de cette catégorie de fonctions qui permet de faire la manipulation de contenu. Alors, pour faire la manipulation de contenu, donc on peut parler de trois actions principales, qui sont l'ouverture du fichier, une séquence d'opérations de lecture, d'écriture et de recherche et positionnement. C'est-à-dire, lorsque je travaille par un éditeur, par exemple, je peux me positionner sur une ligne et faire des modifications. D'accord? Alors là, on a fait des opérations de lecture, écriture, lorsque je sauvegarde, j'écrase le contenu du fichier, c'est-à-dire je vais sauvegarder son contenu. Et puis, la fermeture du fichier. Alors, ces trois opérations, s'effectuent toujours avec n'importe quel programme qui traite, qui utilise des fichiers. Alors, pour faire ces opérations, donc on n'a pas besoin, de l'adresse physique sur le disque de ce fichier, on a juste besoin d'un identificateur. Alors, cet identificateur n'est rien d'autre qu'une adresse. Alors, cette adresse pointe, sur le fichier et pointe, sur le premier, on va dire, élément, le premier octet dans ce fichier. Alors, lorsqu'on manipule ces fichiers, par ces trois opérations, l'accès à ces fichiers nous demande, de préciser le format de fichier. C'est-à-dire, comment on va faire ces opérations de lecture et d'écriture. Est-ce que octet par octet ou bloc par bloc se lève le format de fichier qu'on va utiliser. Donc là, on va parler du format du fichier. Alors, les données peuvent être stockées dans le fichier de manière textuelle, c'est-à-dire ASCII, en code ASCII, donc les caractères sont codés en code ASCII. Donc, on peut accéder directement avec un éditeur, n'importe quel éditeur de texte à ce fichier-là, parce il est codé en ASCII. Donc, l'accès à ces fichiers, on parle d'un accès séquentiel. Pourquoi séquentiel? Parce si je veux atteindre une ligne particulière, je suis obligé de lire toutes les lignes qui précèdent. Alors que dans les fichiers binaires, ou accès direct, donc là on fait l'accès direct. Pourquoi? Parce les éléments qui sont stockés à l'intérieur du fichier sont stockés bloc par bloc. C'est des blocs de même taille. Blocs de même taille. D'accord? Alors, une fois on accède à un bloc particulier, il suffit de connaître sa position ou encore son adresse. Donc, sa position au niveau de ce fichier et on peut faire un accès direct. Alors là, on parle de fichiers binaires ou fichiers d'enregistrement. Alors, on peut prendre exemple de fichiers binaires. Bon, si vous avez par exemple, vous travaillez avec une structure particulière et vous voulez sauvegarder ces informations sous format brut
c'est-à-dire ce format structure directement et vous voulez la stocker dans un fichier, donc vous pouvez utiliser des fichiers binaires ou d'enregistrement pour sauvegarder ces éléments au niveau du fichier. Alors bien sûr, ce fichier, il a besoin en fait d'une structure particulière pour le lire et l'écrire. Donc ces fichiers sont souvent une extension .bat ou .bin pour dire qu'il s'agit d'un fichier binaire ou d'un fichier d'enregistrement. Alors reste à parler maintenant de ce point-là. C'est en fait le point de déclarer un identificateur du fichier. Bon, lorsqu'on travaille en fait avec un fichier, que ce soit texte ou binaire, on ne va pas toujours travailler avec le nom logique, le nom là qu'on a sur le système d'exploitation, mais en fait au niveau de notre programme en langage C, on va travailler avec une adresse, d'accord, un identificateur qui en fait sera utilisé par toutes les autres opérations de lecture, d'écriture, de positionnement et de fermeture aussi. Alors, comment on déclare cet identificateur? Bon, en fait, on va utiliser une structure déjà prédéfinie en fait, dans les bibliothèques studio.h. Alors, dans cette bibliothèque, nous avons une structure qui s'appelle file. Alors, cette structure sera utilisée de manière explicite de cette manière. Bon, on peut, c'est-à-dire déclarer un identificateur sur un fichier. En fait, toutes les fonctions prédéfinies, on a dit de manipulation de contenu de fichier, en fait, sert de cette adresse récupérée après l'ouverture des fichiers pour faire toutes les autres opérations de modification ou de fermeture aussi. Alors voilà pour la première opération qui est en fait l'ouverture. Donc pour modifier un fichier ou juste ouvrir le fichier, alors on peut utiliser la fonction fopen. Alors la fopen, on précise le nom du fichier avec son chemin bien sûr, puis le mode d'ouverture. Ici R pour dire en lecture seule. En lecture seul. D'accord? Alors, une fois la fonction bien passée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème dans l'ouverture, on récupère une adresse et cette adresse sera stockée dans le fichier. Bien sûr, fichier, c'est une adresse de type, on a dit file. D'accord? Une adresse de type file. Alors là, on précise qu'il s'agit d'un pointeur. Alors, fichier, c'est un pointeur, donc il va contenir une adresse retournée par la fonction fopen. Alors, et là, en fait, vous voyez la signature ou le prototype de la fonction fopen. Donc, il reçoit une chaîne de caractères qui est le nom du fichier, puis une autre chaîne de caractères qui est le mode d'ouverture. Alors, nom est une chaîne de caractères, donc ça peut être un tableau de caractères contenant les noms du fichier ou bien un flux de données standard. Et nous avons le mode, il désigne le type de traitement de données, c'est-à-dire on peut mettre ouverture en lecture, en écriture pour de V, et en mode d'ajout en utilisant A. Alors là, je parle en fait de fichiers séquentiels. Alors ces modes-là sont pour les fichiers séquentiels, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de fichiers texte. Alors, il y a des questions courantes, par exemple, où se trouve le fichier que je vais ouvrir. Bon, il peut exister dans le même emplacement où votre fichier exécutable existe, ou il peut se trouver ailleurs, et là, on doit préciser le chemin complet en utilisant en fait le séparateur de dossier et tout. Et là, en fait, à quoi sert l'extension .txt? Pour les utilisateurs, par exemple, de Windows, .txt, ça précise qu'il s'agit d'un fichier texte qui peut être ouvert par Notepad, par exemple, bloc-notes. Mais en fait, on peut stocker un fichier texte sans préciser son extension dans d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, par exemple. Donc, l'extension n'a pas beaucoup d'intérêt ici. Donc, on peut préciser .txt juste pour dire qu'il s'agit d'un fichier texte. Alors, après l'ouverture du fichier, donc je peux fermer le fichier sans faire aucune opération. Et là, en fait, je peux utiliser ifClose, donc la fonction ifClose. Qu'est-ce que je dois préciser comme paramètre? En fait, l'identificateur qu'on a utilisé à l'ouverture. Alors, donc, lors de l'ouverture, on a utilisé un identificateur. Donc, c'est celui qu'on va utiliser aussi ici lors de fermeture. Alors, jusqu'à maintenant, donc, on a parlé de l'ouverture. Alors, l'ouverture par la fonction fopen. Puis, on a parlé aussi de la fermeture par la fonction ifClose. Alors, reste maintenant à parler de ce point-là. Alors, ce point-là, qui est en fait séquence d'opérations de lecture et d'écriture. Alors, les opérations d'écriture, il y a un ensemble de fonctions. La plus connue, c'est fprintf. Alors, fprintf, son prototype est le suivant. Alors, il a en fait presque la même syntaxe que printf, qu'on connaît déjà. Alors, en fait, ce qui est en fait nouveau ici, c'est une partie dans laquelle on doit préciser l'adresse du fichier ou le pointeur du fichier. Donc, je vais mettre fprintf, le pointeur du fichier. Le reste, en fait, c'est exactement le même comportement, la même syntaxe que printf qu'on connaît déjà. Alors, il y a d'autres fonctions d'écriture. Donc, fputs, par exemple, fputs avec un S ici. Alors, et là, en fait, là aussi, cette fonction, elle a le même comportement que putString, c'est-à-dire écrire une chaîne. On va voir, en fait, dans d'autres exemples, des exemples
ou des exercices le fonctionnement de cette fonction. Il y a aussi la fonction puts_f, puts_c pour écrire caractère par caractère. Alors, on va voir aussi le comportement de cette fonction dans les exercices. Alors, pour la lecture, nous avons aussi fscanf. Il a le même comportement que scanf. Ce qui est nouveau, en fait, c'est juste le pointeur du fichier. Donc, on précise le pointeur du fichier. Le reste, en fait, c'est le même que scanf. Donc là, si je veux lire, par exemple, un réel depuis le fichier, donc je dois mettre fscanf, l'adresse ou l'identificateur du fichier. Donc, le format LF, c'est-à-dire c'est un double, c'est un float, long float, et là on précise l'adresse vers laquelle on va faire la lecture. Donc en fait, il a presque le même comportement que scanf. Alors ce qu'on ajoute, c'est juste F ici. On ajoute un F, d'accord? Un F pour dire que en fait l'opération sera faite depuis un fichier. Donc on va lire depuis un fichier au lieu du clavier. Donc là, la lecture depuis le clavier, et là depuis un fichier. Là, l'affichage vers l'écran, c'est-à-dire la sortie ici, c'est l'écran. Et là, c'est la sortie, en fait, c'est le fichier. C'est-à-dire, on va écrire vers un fichier, on va stocker dans le fichier. C'est ça, en fait, la différence. Alors, voilà un exemple complet. Donc, nous avons ici deux réels, A et B. Nous avons l'identificateur de fichier, file étoile fichier. Nous avons une opération d'ouverture en écriture en utilisant fopen. Le fichier s'appelle sc.txt. Alors, nous avons en fait une vérification ici. On doit vérifier est-ce que fopen a retourné une adresse correcte sur le fichier. Alors, si cette adresse est différente de nulle, c'est-à-dire que le fichier a été ouvert correctement, maintenant on peut faire des opérations d'écriture par fprintf. Alors j'écris dans le fichier le réel A, puis le réel B, et je ferme le fichier. Alors nous avons ici W, donc si le fichier n'existe pas, il sera créé. Donc si le fichier n'existe pas, il sera créé. D'accord, donc ici, puisqu'on n'a pas précisé de chemin ici, alors le fichier sera créé dans le même emplacement, dans le même répertoire que en fait notre programme tourne, c'est-à-dire s'exécute. Donc en fait, dans le même emplacement de notre fichier exécutable, la version exécutable de ce fichier source. Alors vous voyez là, en fait, la séquence d'opérations qu'on a dit, en fait, la déclaration, puis l'ouverture, puis une séquence d'opérations d'écriture, puis la fermeture. Là, nous avons un autre exemple de lecture. Alors, nous avons ici une variable i, juste pour l'utiliser dans une boucle de parcours. Nous avons un tableau de réel. Alors, et on va lire, en fait, dans ce tableau, nos deux variables que nous avons écrites précédemment, c'est-à-dire a et b. Alors, toujours, nous avons l'identificateur, déclaration d'identificateur de type file. D'accord, donc c'est un pointeur qui va contenir une adresse. Puis l'ouverture. Alors maintenant l'ouverture en mode lecture, d'accord, pour dire R. Alors si l'ouverture a passé sans problème, c'est-à-dire si fichier est différent de nul, alors là on peut lire. Alors fscanf, elle a le même comportement que scanf. On va juste préciser l'identificateur de fichier. Qu'est-ce que je vais lire? En fait, je vais lire un réel dans l'adresse, dans le tableau, en fait, tab plus i. Donc, c'est-à-dire que le premier réel sera mis dans tab d'indice 0, le deuxième réel sera mis dans tab d'indice 1. Une fois i atteint 2, on va sortir de la boucle et nous avons ici, une suite de lecture et nous avons la fermeture. Alors là, on peut afficher, ça c'est juste pour l'affichage sur l'écran, affichage sur l'écran du tableau. D'accord, donc on affiche sur l'écran affichage de tab, de ce tableau-là. Là, je vais parler du format de fichier. Donc, en fait, le format, c'est un format texte qu'on utilise jusqu'à présent. Alors, on a utilisé fprintf et fscanf pour faire des opérations de lecture et d'écriture. Donc, ça, c'est pour l'écriture dans le fichier. Et là, pour la lecture depuis le fichier. Alors, le comportement, en fait, comme si, en fait, on travaille avec l'écran. Alors, l'écran pour l'affichage et le clavier pour la lecture. Alors, normalement, un fichier peut se comporter de la même manière en mode lecture ou écriture. Entre une information codée texte et binaire. Alors, si je prends un nombre, par exemple, ça c'est un nombre très grand, un nombre réel, donc dans son format scientifique avec le E qui représente l'exponentielle, la puissance en fait. Alors, au format double, si je présente ce nombre A, par exemple, égal à cette valeur, on va dire A, il va occuper au niveau du fichier ou au niveau de la mémoire aussi 8 octets. Mais au format ASCII, donc si je veux représenter ce nombre en format ASCII, donc je vais voir qu'il va occuper 20 octets. Un octet par caractère. Donc si je compte ces caractères, je vais trouver que j'ai 20 octets.
Alors, on a deux possibilités de sauvegarder cette variable A dans le fichier, soit sous format texte, soit sous format binaire. Alors, si je stocke cette variable dans son format binaire, vous allez voir que en fait, on va stocker juste 8 octets parce qu'en fait, on va sauvegarder le nombre dans son format brut. Mais si je sauvegarde dans le format texte, donc cette variable ou cette valeur va occuper 20 octets. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura un formatage, c'est-à-dire représentation de chaque chiffre ici en son code ASCII en tant que caractère. Et là, vous voyez donc en fait que le format binaire va occuper beaucoup moins d'espace en mémoire que le format texte. Alors, pour le format binaire, donc il s'agit d'une recopie directe de la mémoire. On n'a pas à savoir comment encoder chaque nombre. Donc, pour ouvrir en fait, un fichier binaire en mode binaire, lorsqu'on ajoute à R, I, W et A, donc R pour dire mot de lecture, W pour mot d'écriture et A pour ajout, alors ce qu'on ajoute, c'est cette lettre B pour dire que le fichier sera lu ou écrit de manière en fait binaire, c'est-à-dire qu'on va lire et écrire des nombres de manière binaire, mais et là, on a besoin de d'autres fonctions en fait pour ce genre d'opération. On ne va pas utiliser fscanf et ftransf, mais on va utiliser d'autres fonctions qui sont fwrite et fread. Alors, pour les fichiers binaires, on a dit qu'on va utiliser ces deux fonctions qui sont fwrite et fread. Ces deux fonctions permettent de lire ou d'écrire bloc par bloc. Alors, ce qu'on précise à ces fonctions, donc on précise la source, c'est-à-dire en fait l'information qu'on va écrire. On précise la taille de chaque élément de cette source et le nombre des éléments de cette source, puis le pointeur du fichier. Alors, en réponse, cette fonction va nous retourner un entier. Cet entier, il permet de déterminer le nombre d'éléments effectivement écrits au niveau du fichier. Alors, si j'ai par exemple un tableau qui contient des réels, alors avec une dimension dim, donc si je mets fwrite, tableau, size of flowers, dim, fichier, donc il va écrire tout le tableau dans le fichier, le tableau de réel. Alors pour la lecture, on va utiliser fread, donc il a presque la même syntaxe, mais en fait on va lire maintenant depuis le fichier. La destination sera en fait utilisée pour stocker les informations lues. Alors qu'est-ce qu'on va lire? On va lire des informations ayant une taille particulière, donc taille du type, et le nombre d'éléments qu'on va lire depuis. Nous avons ici l'adresse du fichier, c'est-à-dire le pointeur du fichier qu'on va récupérer depuis la fonction fopen. Alors là, on va lire un bloc de données en un seul appel et on va récupérer comme réponse le nombre d'éléments effectivement lus. C'est-à-dire, il se peut qu'on va demander de lire 20 éléments alors que dans le fichier, il n'y a que 10 éléments. Donc là, la fonction fread va nous retourner 10 au lieu de 20 en indiquant qu'on a pu lire juste 10 éléments au lieu de 20 que vous avez demandé. Et là, en fait, le résultat sera stocké dans notre tableau. Donc, si je mets tableau, par exemple, de réel, et je mets fread tableau size of flowers, c'est-à-dire la taille de chaque élément, c'est un réel, et je vais lire dim élément, donc dim ici représente la dimension du tableau, depuis fichier. Donc, la fonction, il va nous lire un nombre d'éléments inférieur ou égal à dim dans le tableau. Donc, le tableau, c'est un pointeur sur les données. Et là, le fichier, c'est le pointeur sur le fichier, c'est-à-dire l'identificateur. Nous avons un exemple ici qui représente la gestion d'un fichier binaire. Alors, comme le cas du fichier texte que nous avons vu, donc nous avons tout d'abord la déclaration d'un identificateur. Alors puis là, c'est juste la préparation du tableau qu'on va écrire d'un seul coup dans le fichier. Donc c'est un tableau de réel. Donc, vous voyez ici, on a déclaré tableau 1. Donc c'est un tableau de réel de dimension 10 000. Alors là, c'est juste pour l'initialisation. Donc, on a rempli le tableau par des valeurs. C'est des valeurs, en fait, i multiplié par a tangente de 1. C'est juste, en fait, des valeurs pour donner juste des valeurs comme exemple. Alors, ces valeurs seront, en fait, mises dans le tableau T1, tab 1. Puis, on va stocker ce tableau dans le fichier nommé ec2.bin. Alors, l'ouverture, en fait, le mode d'ouverture, on va mettre en mode écriture binaire. Donc, ce B, c'est pour dire que binaire. Alors, ça, c'est la deuxième opération, c'est l'ouverture. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Alors maintenant, le test, si le fichier est différent de nu, c'est-à-dire que le fichier contient maintenant une adresse sur le fichier. Alors maintenant, on peut écrire dans ce fichier, on peut écrire le tableau. Là, le deuxième paramètre pour fwrite, c'est la taille de chaque élément du tableau, size of table. Puis le nombre d'éléments du tableau qu'on va écrire. Puis le pointeur du fichier. Voilà l'identificateur du fichier. Puis après, nous avons ici la fermeture. Donc nous avons l'écriture, plutôt 3, et la fermeture, 4. Donc ça c'est l'opération d'écriture. Ce sont des opérations de manipulation. Alors si on veut relire, donc le fichier maintenant est créé et il est fermé. Si je veux maintenant l'ouvrir à nouveau, je peux utiliser les mêmes étapes. Alors l'ouverture, maintenant en mode lecture.
6 fichiers différents de lui, c'est-à-dire que le fichier a été ouvert correctement. Donc maintenant, je peux faire une opération de lecture. D'accord. Donc je vais lire dans le tableau 2 maintenant. Donc tableau 2, il a la même dimension que tableau 1. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire des éléments ayant la taille d'un réel. D'accord. Le nombre d'éléments, c'est dim. Puis là, je vais lire depuis le fichier dans l'identificateur et fichier. Puis je ferme le fichier. Donc nous avons en quelque sorte les mêmes opérations qui se répètent. Ouverture, manipulation, fermeture. Ouverture, manipulation, fermeture. Bien sûr, nous avons utilisé le même identificateur, que ce soit pour l'écriture ici ou pour la lecture. Alors ici, un récapitulatif, un résumé sur la différence entre l'utilisation de fichiers binaires et des fichiers texte. Alors, on peut dire qu'au niveau de la taille, les fichiers texte occupent plus de taille que en fait les fichiers binaires. Pourquoi? Bon, nous avons vu l'exemple, par exemple, des doubles. Si un double, par exemple, occupe 8 octets au niveau de la mémoire, eh bien, il va occuper aussi 8 octets au niveau du fichier binaire. Alors que le formatage de ce nombre au niveau fichier texte, il va occuper, par exemple, il peut occuper jusqu'à 20 octets s'il est en fait formaté, si le nombre est formaté au niveau d'un fichier texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend par exemple 20 chiffres de ce nombre, donc en fait, on va représenter 20 octets. Chaque chiffre sera représenté par un caractère au niveau du fichier texte. Donc, vous voyez, donc 8 octets par rapport à 20 octets, donc le fichier texte va occuper plus. Alors, lisible avec un programme courant, oui, pour le fichier texte, par exemple, si vous avez juste un éditeur de texte tel qu'un bloc-notes, donc il peut ouvrir le fichier texte que vous avez créé. Mais dans le cas binaire, donc on ne peut pas ouvrir en fait dans un éditeur, c'est-à-dire courant. Alors, lisible avec un programme spécifique, oui, donc on peut lire avec un programme spécifique. Là aussi, c'est-à-dire c'est à vous de programmer ce programme qui va lire les données binaires, que ce soit des données, c'est-à-dire de type primitif ou des enregistrements. On peut enregistrer aussi des enregistrements. Il suffit de préciser, en fait, là, au niveau de la fonction ifread, ifrise, de préciser le type d'enregistrement ici, là, et la dimension de tableau. Bon, un tableau, si je parle par exemple d'une structure étudiant, donc je peux mettre en fait ici size of étudiant et le tableau doit être un tableau d'étudiant. Voilà. Alors, nous avons l'écriture et lecture par bloc. Donc dans les fichiers texte, non, donc l'accès est séquentiel. Donc on va aller, en fait, on va lire ligne par ligne, caractère par caractère, jusqu'à arriver en fait caractère voulu. Là, bon, le bloc, bon, on peut lire par bloc. Bien sûr, on peut lire par exemple 20 éléments à la fois. On peut lire en fait un nombre précis d'éléments à la fois. Pour les fonctions, alors nous avons pour les virtues, toujours c'est fopen là aussi, le mode read, write ou append, lecture, écriture, ajout. Là, en fait, ce qu'on ajoute, c'est un petit b pour dire lecture, écriture en mode binaire. Alors, et là, pour les fonctions de fermeture, if clause, pour en fait l'écriture, on peut mettre ici printf, il a if write, if scanf, il a if read. Ben voilà, je vous souhaite bon courage. Donc, on va faire une série d'exercices en fait, consacré aux fichiers binaires et fichiers texte. Donc, et on va faire des solutions en fait, qui correspondent en fait, à chaque type de fichier.